Madame, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette tranche de la mi-journée de nos informations en provenance de nos régions, de nos antennes régionales précisément. Nous irons à Porto Novo où la délégation de la chaîne camerounaise, la CRTV, a été accueillie par Porto Novo. Nous parlerons également des attentes des professionnels des médias du Zou par rapport à l'installation de la toute nouvelle équipe de l'ODEM avec son président Guy Constant Eoumi. Mais tout de suite, allons à Parakou pour retrouver Silver Savi. Qu'est-ce qui fait l'essentiel de l'actualité du septentrion? Silver Savi, bonjour. Bonjour à vous, merci de nous retrouver ici. Vous savez, à l'issue du premier Conseil des ministres, plusieurs décisions ont été prises, dont celle de suspension des concours à polémique. Et cette décision, justement, suscite des réactions au sein des populations de Parakou. Voici donc ce que pensent ces populations ici à Parakou. C'est une bonne décision parce que c'est un nouveau gouvernement qui vient de s'installer. Il doit avoir clair sur les dossiers. Mais il doit faire beaucoup attention. Moi, personnellement, je sais qu'il y a des gens dedans qui ne sont pas entachés. Des gens qui ont écrit et qui sont admis correctement. Ils ne connaissent personne et ils sont aujourd'hui dans le lot. Si aujourd'hui, on va annuler tous ces concours, c'est que tous ces gens-là seront pénalisés. Les enfants qui ont déjà suivi des formations, dont les parents savent qu'ils ont déjà trouvé un job, d'un seul coup, on vient les emmener à la maison. En tout cas, il faut que le gouvernement revoie le cas là. Cette décision-là est salutaire. Parce qu'il y a assez de bruit, mais sans voir le côté aussi psychologique de ceux-là qui sont reçus. Parce que c'est sûr qu'il y a des impairs dans ce domaine-là, il y a des gens qui sont reçus sûrement, par leurs propres moyens. Il y a cependant des gens qui sont passés par des pêcheurs d'eau trouble, qui profitent des situations comme ça là pour s'insérer dans la vie, qu'on appelle, dans la fonction publique. Il y a les autres qui n'ont même pas le niveau et ils sont admis. D'autres n'ont même pas passé le concours et pourtant on les a déclarés admis. Donc s'ils veulent la bonne marche de notre gouvernement, ils n'ont qu'à suspendre et voir clairement ceux qui sont admis, ceux qui ont travaillé effectivement n'ont qu'à les prendre. Ceux qui ont passé par les affaires là, on les laisse. Eux tous ne sont pas ceux qu'on a aidés, il y a des innocents dedans. Mais cette décision peut jouer sur la psychologie de ces derniers. Et qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que ces autres annulent ce concours, ils l'organisent, il n'y aura pas les mêmes erreurs dedans. On ne peut pas se cacher dans un champ d'haricots. Pour cela, c'est eux qui savent ce qui va être le bon et le mauvais. S'ils ont pu réaliser que c'est bon, ce serait bon pour nous tous. Si c'est mal, ça va taper tout le monde. Dans un pays qui se réclame état de droit, on ne peut pas normalement concéder un concours dont le socle a été la fraude. Direction Kandi pour parler assainissement. Les populations riveraines des chantiers de pavage abandonnés ne se sentent plus en sécurité. Non seulement elles ont du mal à se déplacer dans leur localité, mais également elles craignent les risques d'inondation qui sont grands. Nouroudine Safara et Olvega Messan sont allés à leur rencontre. Les ouvriers et techniciens de ces chantiers de pavage et d'assainissement de la ville de Kandi ne sont plus sur le terrain depuis 2 mois. Ces chantiers abandonnés causent beaucoup de nuisances aux populations riveraines en ces débuts de saison des pluies. Ça ne nous fait pas du bien. Par exemple, c'est par là que les véhicules rentrent pour arriver chez moi. Mais les véhicules ne rentrent pas maintenant. C'est pas derrière le garage que ça rentre. Quand il pleut, l'eau nous dérange sérieusement. Sérieusement. Des fois, on creuse et ça vient rentrer dans le caniveau. On demande pardon au gouvernement pour qu'il nous aide à finir le travail du chantier. C'est ça là maintenant, j'ai besoin de vous dire ça. Vous-même, vous avez vu, non? Mais si, par exemple, ces deux derniers pluies, mais on n'a pas de voie pour sortir. Dans la maison, tout le monde est bloqué parce qu'il n'y a pas le circuit d'eau par où l'eau va passer pour rentrer dans la rigole. Donc tout ça s'accumule dans la maison et derrière les bâtiments. On ne sait même pas quoi dire. Nous tous qu'on est dans la maison là, on a des voitures. Ça veut que notre voiture dort dehors. Tu as vu? Pour faire rentrer moto aussi, si la pluie est tombée là, vraiment, pratinage c'est trop. On voulait même tomber dans les caniveaux. Il faut voir si tu as tombé ça là même. On est des petits enfants dans la maison maintenant. Si veut sortir derrière nous là, c'est le problème. Si l'eau l'a emporté maintenant, où on va aller le trouver encore?
Ça fait que vraiment, si la prière tombe dans notre maison, tout partout, ça nous fait de nous gêner, on ne sait même pas quoi faire. Pourtant, lors du passage du ministre Noël Fonton de l'Urbanisme et de l'Habitat en août 2015, il était prévu que les chantiers déjà très en retard par rapport au délai contractuel devaient pouvoir être livrés au plus tard le 15 janvier 2016. Si rien n'est fait avant l'installation des pluies, les autorités vont devoir prévoir des ressources nécessaires pour la prise en charge des victimes des inondations que vont sans doute causer par ces chantiers abandonnés. Volet santé à présent, c'est la saison des mangues et dans le septentrion, comme à l'accoutumée, différentes variétés de ce fruit foisonnent déjà sur les étalages. Et bien que bénéfique pour la santé, la consommation de mangue nécessite des règles d'hygiène particulières pour éviter des maladies. Et c'est justement ce à quoi s'intéressent Clément Rouillon et Michel Dakou. Dame Armandine jouit pratiquement en savourant sa délicieuse mangue. En effet, c'est déjà la saison de ce fruit, le plus souvent consommé sans modération par enfants, jeunes et adultes. Aux abords des voies et sur les étalages, différentes variétés de mangue foisonnent. Pour tirer meilleur profit de ces fruits, des règles d'hygiène s'imposent. Ce qui, en tout cas, ça donne à cette pratique-là, manger des mangues sans les laver, pour le risque d'attraper des parasites intestinales et d'autres types de microbes qui vont donner des diarrhées, des maux de ventre et des vers intestinaux. S'assurer de la qualité de ces mangues-là, qu'elles sont vraiment bien mûres, qu'elles ont été bien conservées et il faut veiller à laver soigneusement ces mangues-là avant de les consommer. Et pour finir, la modération. La mangue, ce fruit comestible tropical de la famille des Anacardiacées, est très bénéfique pour la santé. Mais sa consommation excessive peut être nuisible. Un tour dans le monde du cinéma pour finir. On constate que le scénario, matière première d'une œuvre cinématographique, est de plus en plus bâclé par nombre de jeunes réalisateurs. La conséquence, c'est la mauvaise facture des films proposés. Alors, le scénario, qu'est-ce que c'est? Élément de réponse avec Ignace Yetcheou. Il est cinéaste béninois et rencontré lors de la formation sur l'écriture de scénario et la lecture filmique. Le scénario a cette spécificité d'avoir une écriture toute particulière. Il ne se range pas dans les œuvres littéraires, mais c'est une écriture qui est destinée à être entendue et à être vue. Donc c'est une écriture qui a ses particularités, qui a ses règles, qui permettent d'installer des idées, des histoires concrètes, d'installer des tensions pour donner de l'émotion aux spectateurs. Un scénario s'écrit toujours par exemple au présent de l'indicatif. Il voit la fille venir, la fille marche vers lui, il se lève et va à sa rencontre. Il s'embrasse tendrement sur les lèvres et il lui dit « Je t'aime ». C'est un bout de scénario ça. Le scénario épouse dans sa partie descriptive toujours le présent, s'exprime toujours au présent. Il n'y a pas de concordance de temps, il est venu, alors il lui parla. Non, il n'y a pas ça dans un scénario, dans la partie descriptive. Dans ce qui revient, la partie descriptive que nous appelons aussi la didascalie, dans ce qui revient aux acteurs, les personnages, ce qu'ils vont dire, il peut y avoir tous les jeux de mots, si tant est que leur langage est soutenu ou langage terre à terre. Il n'y a que, déjà, nous appelons quelque chose qu'on appelle l'exposition, qui est la toute première partie, le tout premier acte d'un scénario. Dans cette partie, nous montrons, nous disons qui est qui fait quoi, quelles sont les relations qui lient les différentes personnes. Après ça, il y a ce que nous appelons l'incident déclencheur. Parce que quand nous faisons l'exposition, nous finissons toujours par détecter, par révéler aux spectateurs que c'est l'histoire de quelqu'un qu'on veut raconter. Et ce quelqu'un-là, nous l'appelons le protagoniste. C'est lui qui, à partir d'un moment que nous appelons l'incident déclencheur, c'est qu'il y a un événement qui l'oblige à prendre une décision dans sa vie, qui l'oblige à agir, c'est là l'incident déclencheur, et il se fixe un objectif à atteindre. Par les règles de la dramaturgie, nous faisons tout aussi pour que cet objectif qu'il vise
soit sympathique au public. Le public d'abord va aimer le protagoniste, va trouver que ce qui se donne comme objectif à atteindre, c'est aussi bien. Et ainsi, quand l'identification est faite, le public le suit. Si des malheurs le frappent, le public est malheureux. S'il gagne, le public est heureux. Vous vous rappelez, quand on était dans l'enfance, il y avait un film hindou, on disait « Anakuegbe ». La musique composée dans l'autre pays ne disait aucunement ces paroles-là, mais le public emporté qui s'est complètement identifié au protagoniste a mis ces paroles dedans pour accompagner l'acteur, le protagoniste à atteindre son objectif. C'est de l'émotion et c'est le but, en définitive, c'est le but. Et voilà, Jérôme Humbo, ce qui fait l'actualité dans le Septentrion. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous, Sylvain Savy. Merci à toute l'équipe de l'antenne régionale depuis Parakou. La 7e mandature de l'Observatoire pour la déontologie et l'éthique dans les médias EDEM a été installée. Quelles sont les attentes des professionnels des médias? Quelques-uns rencontrés à Boycon nous en parlent au micro de Arnaud Adaya et François Zinsou. Et Guy Constant est quelqu'un de bien engagé et qui est passionné par le travail qu'il fait. Et je pense que c'est une bonne chose. Il faut qu'il ait une équipe, que son équipe soit aussi déterminée. Il y a deux problèmes à régler. Le premier, c'est un problème de conscientisation. Il faut vraiment que les associations professionnelles travaillent et discutent réellement avec les professionnels pour que chacun prenne conscience de l'importance de jouer de façon professionnelle pour faire respecter la corporation. Il faut que nous assainissions notre métier, que nous valorisions le titre de journaliste en allant dans le sens d'avoir la formation requise pour rentrer dans le secteur. Un peu comme le prescrit le code de l'information, a dit pouvoir détenir une carte de presse. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a la carte de presse normalement. Ceux qui ont la carte de presse, c'est soit ceux qui sont passés dans les écoles de journalistes ou qui, en fonction de leur niveau, ont fait un certain nombre d'expériences dans le secteur. Donc, il faut que nous puissions tamiser notre secteur pour le ramener à la norme, de sorte que les questions d'éthique et de déontologie, quand on doit en parler, que ça soit franchement des trucs isolés. La nouvelle équipe qui vient d'être installée a donc le devoir cette fois-ci de relancer encore les professionnels des médias en initiant à plusieurs reprises des formations, en vulgarisant le code de déontologie et d'éthique dans les médias dans plusieurs langues pour que notamment les locuteurs, les journalistes qui exercent le métier en langue puissent véritablement s'en approprier pour informer davantage les populations sur telle ou telle thématique donnée. La délégation de la chaîne camerounaise de télévision a été reçue à Porto Novo. La capitale a également vibré le week-end dernier au rythme et son de la 2e édition des intercollèges de handball féminin. C'est l'essentiel des informations que nous recevons depuis Porto Novo avec Guillaume Avienou. Bonjour. Jérôme Humbo, bonjour et bienvenue aux nouvelles en provenance des départements de l'Ouest Plateau de la matinée de ce jeudi. Nous commençons donc par cette visite d'une délégation de la CRTV, la Cameroun Radio Television, à l'antenne régionale de l'OETB à Porto Novo. Cette délégation conduite par la coordonnatrice des antennes régionales de l'OETB, Pascaline Awiliwa, est à l'école de l'OETB en matière d'implantation d'antennes régionales sur le territoire béninois. Olive Oussougoué, Enoch Adandé pour le reportage. Cameroun Radio Television à l'école de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. La délégation camerounaise qui séjourne au Bénin depuis ce mardi est venue s'imprégner de l'expérience de l'organe de service public béninois en matière d'implantation de stations régionales. La nécessité qu'il y avait effectivement à venir ici, voir de nos yeux comment est-ce qu'on peut s'organiser, même dans la gestion de la pénurie. Parce qu'il me semble que c'est ce que nous portons, nous prenons ici. C'est qu'avec très peu de moyens, on peut effectivement faire de la télévision et accompagner en cela par, on va dire, les changements technologiques qui nous permettent effectivement d'avancer sans vraiment avoir besoin de tout l'arsenal tel que ça se voyait dans les temps anciens. Après l'étape de la direction générale,
La descente à Porte-Novo est sanctionnée par la visite des locaux, la présentation de l'antenne et échanges. La politique de déconcentration des services de l'information est saluée ici par la délégation. Nous avons les mêmes liaisons au Cameroun, mais pas par faisceau, parce que par faisceau, il nous est impossible, avec la puissance du faisceau, d'établir une liaison sur 100 km, ça n'existe pas. Même je crois que ce faisceau, c'est parce que Cotonou est proche. Donc il y a le relief qui joue d'abord en votre faveur, puisque c'est plat. Nous avons 10 stations régionales. Et dans les 10 stations régionales, il y a 5 qui ont une connexion permanente avec le centre de production par fibre optique. Mais la question que l'on se pose est de savoir pourquoi on n'exploite pas ces liaisons qui existent. Quelques jours encore au Bénin et la délégation camerounaise pourra peaufiner sa stratégie pour un réel fonctionnement des stations régionales du CRTV. Un tour dans le secteur de l'éducation, les premiers examens de fin d'année au lycée technique et commercial de Porte-Novo sont pour juin prochain. Pour garantir de bons résultats à l'issue des 10 examens, les congés de Pâques ont été choisis par les autorités du lycée pour organiser des travaux dirigés au profit des apprenants. Une initiative à laquelle ceux-ci semblent bien adhérer. Suivons. Dans 2 mois, les examens de fin d'année scolaire. Enseignants et apprenants restent alors concentrés sur livres et cahiers avec l'espoir d'obtenir de bons résultats. Ici, au lycée technique et commercial de Porte-Novo, on a mis la période des congés de Pâques à profit pour revisiter des cours peut-être mal assimilés à travers des séances de renforcement de niveau ou travaux dirigés. Actuellement, nous sommes en train de faire la mathématique générale. Et on avait déjà réduit les équations dans grand N et dans grand R. Maintenant, nous sommes en train de factoriser des nombres. Nous avions déjà eu l'essentiel du cours dans le cahier. Donc c'est pour rafraîchir la mémoire qu'il y a l'organisation des TD. Les travaux dirigés sont importants pour les apprenants, pense-t-on, au lycée technique et commercial de Porte-Novo. Et pour cause. Aujourd'hui, tel que le programme est conçu, nous ne pourrons pas tout voir vers les enfants. Nous ne pourrons pas tout voir vers les enfants et tous les enfants n'ayant pas les moyens, les parents n'ayant pas les moyens nécessaires pour s'offrir le luxe de prendre des professeurs répétiteurs à la maison, nous avons jugé depuis des années utile de faire des cours de renforcement qui ne sont que des cours additifs à ce que nous avons l'habitude de donner en classe pour renforcer cette capacité au niveau de nos apprenants. Le lycée technique et commercial de Porte-Novo abrite plusieurs centres d'examen. Conscientes de cette réalité, les autorités de l'établissement déclarent mettre déjà les bouchées doubles pour y faire composer les éventuels candidats dans la sérénité. Et pour finir, toujours dans le monde scolaire, la coupe de la 2e édition des intercollèges de handball féminin des départements de Lomé-Plateau a été remportée par l'équipe d'Apro Misrété. La finale de ce tournoi, organisée par la direction départementale des sports et loisirs, a connu son épilogue dans l'après-midi de ce mercredi au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. Images et son. C'est dès les toutes premières minutes de la confrontation que l'équipe de Misrété en jaune a montré son ascendance sur son homologue de Pobet en orange. Grâce à une offensive à nul autre pareille, elle réussit à marquer successivement 7 buts avant même la moitié de la première période de jeu. L'équipe de Pobet, qui s'était bien comportée dans les quarts et demi-finales de la compétition, va finir par trouver le chemin des filets à la 12e minute de jeu. Mais elle ne va pas réussir à rattraper son retard. Le score à la mi-temps pour les deux équipes est de 10 buts pour Misrété et de 3 buts pour Pobet. À la reprise, Pobet tente de prendre le dessus en marquant successivement 3 buts. Elle va pourtant courber les chines au bout de 5 minutes de jeu sous la domination sans partage des jaunes. Au coup de sifflet final, le score est de 16 buts pour Misrété contre 6 pour Pobet. Le match qu'on a joué en demi-finale est plus difficile que ce match-là. Mais il se fait que même la capitaine de jeu qui gagne plus que tout le monde, quand elle trouve Misrété, elle a peur. Et je ne sais pas quoi faire pour trouver
solution contre ça là. Et je les ai sentis effectivement crispés sur le terrain. Mais ça ne devrait pas être le cas. C'est un jeu, effectivement. Mais voilà, la meilleure équipe a gagné. Je ne peux que leur souhaiter du courage. Un jour, la victoire serait de leur côté. Du côté de l'organisation, on salue la confiance et l'engagement des responsables d'établissements scolaires ayant préparé la deuxième édition du tournoi. On n'a pas pu réussir du côté des hommes, on peut toutefois réussir du côté des femmes. C'est ce qui nous a motivés à promouvoir la pratique de sport. Nous avons commencé déjà par le handball, ce qui est sûr, si Dieu nous prête de vie, nous allons promouvoir d'autres disciplines sportives, surtout avec la jeune féminine. Nous allons essayer de faire en sorte qu'une bonne pépinière soit préparée. Et si véritablement nous voulons faire de cette nation une nation sportive, il faut forcément que nous allons à la base pour préparer une relève de qualité pour notre sport. On se sépare dans la convivialité avec la promesse de se retrouver l'an prochain pour une autre édition des intercollèges de handball féminin. Voilà, mesdames, messieurs, c'est l'essentiel des nouvelles à retenir en provenance des départements de Lomé du Plateau de la matinée de ce jeudi. Merci beaucoup à vous, Guillaume Avienou, et à toute l'antenne régionale de Porto Novo. Madame, Monsieur, ainsi prennent fin les informations de cette mi-journée en provenance de nos régions. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien.